Et puis ensuite, donc instrument de recherche pour l'avenir, puisque permettant d'intégrer les variations, les mesures de l'efficacité des molécules nouvelles proposées dans le système d'essai clinique randomisé, permettant une grande, nous disait-on, une grande fiabilité dans l'élaboration ensuite des nouvelles autorisations de mise sur le marché et donc l'optimisation des substances distribuées aux populations. C'était un grand espoir d'ainsi disposer d'un instrument aussi polyvalent qui au départ s'avançait à pas de velours et de colombe comme simple instrument descriptif, et qui ensuite s'est révélé, a révélé toutes ses ambitions de présenter vraiment un système, un logiciel de gestion intégrée. Le problème, c'est qu'au XXIe siècle, c'est-à-dire à partir en effet des années 2000, sont apparus un certain nombre de symptômes dans cette classification qui n'ont pas cessé d'insister, jusqu'à les étranges 12 années d'élaboration entre le DSM-4 plus ou moins révisé, le DSM-5, avec un moment de perplexité à l'intérieur de la communauté psychiatrique américaine, qui est plus réactive que la communauté psychiatrique française, en tout cas dans ces débats. C'est plus démocratique, le mot a été utilisé par François Le Guil, c'est plus démocratique, plus virulent, et les débats sont à ciel ouvert. Et on a vu pendant une dizaine d'années s'affronter avec beaucoup de pugnacité des représentants de points de vue très différents, dans finalement une diversité qui a fini par cristalliser dans une certaine hostilité entre ceux qui avaient élaboré, en effet, les éditions précédentes, 3 et 4 révisées du DSM, et l'équipe chargée de faire la nouvelle mouture dont on va bientôt disposer. Et la tension entre ces équipes est arrivée au point de procès pour diffamation. C'est arrivé à plainte devant l'ordre et devant, enfin l'équivalent de l'ordre, c'est-à-dire devant l'association psychiatrique américaine comme telle, et avec une très grande difficulté à départager les équipes en présence et d'ordonner le pugilat, dont témoigne le dernier congrès de l'association psychiatrique américaine qui avait lieu en juin de l'année dernière, et dans lesquels l'équipe responsable, à la task force, comme ils disent là-bas, a présenté les hypothèses et surtout les amendements qu'ils avaient effectués pour histoire d'obtenir la majorité des votes pour pouvoir enfin lâcher l'édition en mai, alors que ça faisait X années que le truc était reporté parce que le consensus n'était pas atteint, ou en tout cas une majorité de votants. Alors, le symptôme qui n'a pas cessé d'insister, c'est la création par la classification d'épidémies incontrôlables, avec des chiffres saisissants, bouleversant la communauté psychiatrique, car profondément inexplicables. Et en particulier sur 3 catégories, spécialement lorsqu'elles s'étendent aux enfants. La psychiatrie d'enfants, il était souligné qu'elle diffère profondément de l'adulte. Elle a un côté, en effet, l'abord des enfants et des adolescents, on peut le dire, a un côté affolant. Quand on se met à vouloir maîtriser le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec des systèmes catégoriques assez lourds, inexplicablement, on a affaire à des phénomènes aberrants
Et donc, les trois grandes épidémies, épidémie d'autisme, épidémie de troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, et les troubles bipolaires. Quand j'ai écrit le livre, je constatais, j'avais les derniers chiffres du Centre Disease Control d'Atlanta, qui notait pour l'autisme, on en était, avec des critères mesurés, avec le fait que la communauté psychiatrique est parfaitement éveillée au problème de ne pas faire d'extension trop grande de la catégorie, car l'augmentation ne cesse pas. On en était, donc, quand j'ai publié, on en était à 1 sur 85, qui déjà, tout de même, pose des problèmes majeurs. On en était à 1 sur 300 il y a encore 10 ans, on en est maintenant à 1 sur 85, et les chiffres qui sont tombés le mois dernier, en mars, d'Atlanta, sont maintenant 1 sur 50. Et là, n'est-ce pas, si on admet en plus la dissymétrie des sexes, qui est actuellement avec une sagesse reçue, qu'il y a 4 fois plus de garçons que de filles relevant de l'autisme. Cette idée reçue est critiquée actuellement par les équipes anglaises, et spécialement du plus grand centre de ressources d'autisme en anglais, où les psychiatres en charge, comme beaucoup maintenant, sont des femmes, ce qui va changer beaucoup la pratique de la psychiatrie. Et en particulier, ces responsables anglaises considèrent que c'est un effet du machisme qui sous-diagnostique les autistes femmes, car on considère que, étant donné leur style de relation, le style de relation féminin à l'autre, le style de communication féminine, dira-t-on pour faire scientifique, le style de communication, eh bien, ça permet de sous-estimer le diagnostic d'autisme, alors que le sujet qui a l'air de réagir, etc., en fait, entre la catégorie autisme. Et donc, ils ont un grand projet, elles ont un grand projet, qui est de modifier considérablement les critères d'admission pour faire rentrer beaucoup plus de femmes dans la catégorie. Il est certain qu'avec ce type de grand projet, n'est-ce pas, les chiffres n'ont pas baissé. Donc, nous sommes à 1 sur 50, et c'est un problème. Deuxièmement, le même centre d'Atlanta vient de donner les chiffres du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. La publication n'est pas entièrement faite, mais ce sont les services et les journalistes psychiatriques du New York Times qui ont fait les calculs. Et le truc va sortir. Et donc actuellement on en est à trouble de l'attention, c'est 11 enfants sur 100, soit 1 sur 10, n'est-ce pas? Problème. Diagnostic, un enfant sur 10 qualifié de hyperactivité avec déficit de l'attention. Et là aussi la dissymétrie des sexes jouant, pour les garçons, c'est 1 sur 5. Oui. Là, 20% de la population qui relève, c'est pas comme événement de vie, c'est là, actuellement, diagnostiqué comme tel. Donc, la surextension apparente du phénomène pose un problème. Le troisième point, c'est bien entendu les bipolaires, avec explosion de la catégorie depuis que les sommités responsables du centre d'études de l'enfant à Harvard ont autorisé la prescription massive de médication pour les enfants permettant de commencer à médiquer à partir de l'âge de 2 ans. Et on sait que lui-même, le professeur en question, dont je tairai le nom, puisque il a actuellement un procès aux États-Unis pour prise illégale d'intérêt avec le laboratoire qui le finançait énormément. Lui-même, au procès, il y a une déclaration formidable qui est que le juge interrogeant lui disant « Vous êtes bien professeur de psychiatrie à Harvard ?» « Oui, monsieur. »
Qu'y a-t-il au-dessus de vous comme source de savoir aux États-Unis? Il a répondu Dieu. Ça donne l'allure du personnage, pas un type facile, enfin, la politique française donne aussi lieu à des personnages peut-être un peu excessifs, du même genre. Alors, disons, ça rejoint la catégorie bipolaire, rejoint aussi le problème maintenant des dépressions, où en octobre 2012, l'OMS évalue à 350 millions de personnes dans le monde le nombre de déprimés. Ça fait aussi beaucoup. Et donc, l'ensemble de ces questions donne, par l'extension de ces catégories, et là je pense que pour la dépression, ce n'est pas ce problème des enfants qui affole le système. Je pense qu'en fait, ce qui est crucial pour la dépression, c'est là aussi par dissymétrie des sexes. C'est probablement que de plus en plus, les femmes ont un lieu reconnu dans la civilisation et on ne peut plus les faire taire. Et une des choses qui fait qu'on ne peut plus les faire taire, c'est non seulement qu'elles prennent le pouvoir, bien sûr, c'est pas la présidente de l'Europe, c'est bien maintenant c'est une femme, c'est acté, etc. C'est aussi que du point de vue de la dépression, il y a entre 2 fois plus et 2 fois et demi plus, etc., de femmes déprimées que d'hommes. Donc l'augmentation des chiffres, et ça ne va pas cesser, à mesure qu'en effet, dans les différentes civilisations, que ce soit en Occident et maintenant en Orient, où maintenant les femmes chinoises, les femmes japonaises, par exemple, qui longtemps n'avaient pas le droit d'être considérées comme déprimées. Et d'abord, ils n'utilisaient pas la métaphore être déprimé, ça ne veut rien dire. Les Japonais se suicident, mais ils ne sont pas déprimés. Il a fallu un gros travail de marketing pour que la métaphore, une métaphore, soit acceptée de ce type. Mais néanmoins, pendant longtemps, vous ne pouvez pas le faire rentrer dans la catégorie, car les femmes n'est pas censées être épuisées comme les hommes s'épuisant au travail, karoshi, et donc maintenant il est admis, la dignité permet aux femmes japonaises d'être considérées comme déprimées, et une jeune spécialiste de la santé vient de publier un livre il y a 1 an au Japon, notant l'importance précisément de l'inclusion des femmes dans la catégorie. Mais là encore, aussi, les chiffres ne vont pas cesser, avec une augmentation, n'est-ce pas, de 60% sur 10 ans. Ces chiffres de 350 millions correspondent à une augmentation de 60% sur 10 ans. Bien. C'est donc l'instrument qui devait se révéler comme enfin un instrument objectif permettant de gérer de façon intégrée le champ de la psychiatrie, se révèle comme un instrument très difficile à gérer. Et c'est ce que le Congrès de la psychiatrie américaine a mis en valeur dans les différentes interventions et tables rondes, dont on ne pouvait pas avoir, on peut avoir un panorama général. Ce sont des congrès avec 10 000 personnes et des myriades de tables rondes, mais en tout cas les journalistes scientifiques ont fait un gros travail de présentation, et on voyait que en effet l'essentiel des débats ont tourné autour des remèdes à apporter à ces questions épidémiques.